Ça, c'était l'entrée en matière. Maintenant, parlons de ce que vous savez, l'actualité sur le plan national. Il y a eu ce week-end ce remaniement ministériel. D'abord, félicitations à vous pour la confirmation. Et on a fait le constat qu'il y a un mini remaniement au sein du gouvernement. Quelques départements ministériels ont été éclatés en deux. Et il y en a d'autres, on a vu qu'il y a eu des entrées, 3 au total. Dites-nous, ça répondait à quel besoin, ce mini remaniement? Est-ce que c'est lié à l'histoire de Yaya Gate? Antoine. Non, il y a eu Yaya Gate aux infrastructures. Bon, est-ce que ce remaniement... C'est pas encore du Yaya Gate, hein? Ah, d'accord. Exact. C'est aux infrastructures. Mais moi, je vais vous dire, après, les remaniements comme les nominations restent du domaine exclusif du chef de l'État, qui décide un peu en fonction des objectifs et des priorités qu'il fixe. Peut-être a-t-il besoin d'avoir un ministre des Travaux publics à plein temps pour exécuter les programmes qu'il s'est doté pour aller, parce que de temps en temps, on constate aussi un abandon d'un secteur au profit d'un autre. Vous prenez le plan et la coopération, ça arrive quand les ministères sont très gros et que vous n'avez pas la structure administrative très puissante derrière pour supporter les activités du ministre. Souvent, on abandonne un secteur au profit d'un autre et c'est dommage. C'est comme les infrastructures et le transport. Voilà, et vous avez là des secteurs qui sont complémentaires, qui auraient pu être, mais il faudrait avoir derrière une administration très opérationnelle avec des cadres chevronnés qui sont là capables de suppléer toute l'absence du ministre, par exemple, pour faire en sorte que les deux marchent. Lorsque le chef de l'État constate qu'il n'y a pas les résultats attendus de tous les secteurs, il réorganise son gouvernement. Et si c'était les acteurs qui n'incarnaient pas les résultats qu'il espérait, il réorganise aussi son gouvernement. Et ça, c'est important. Mais la question, c'est qu'il faut reconnaître que le Yaya Gate a quand même obligé le chef de l'État à revoir le gouvernement, parce que lui quand même a été limogé, et à partir du moment où il est limogé, forcément il fallait mettre quelqu'un à sa place. Et donc est-ce que ce n'est pas in fine ce qui a précipité ce qu'on pourrait quand même qualifier de jeu de chaises musicales à la fin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, beaucoup même pas je ne pense pas forcément. Moi je ne peux pas parler à ce qui a prévalu à cette nomination, parce que je ne suis pas à la place du chef de l'État. Ce que je sais, c'est que si c'était simplement l'affaire du ministère des Infrastructures et des Transports, il aurait pu remplacer Asso poste pour poste et puis on continue. Mais je pense qu'il y a la volonté d'imprimer une nouvelle dynamique, une nouvelle stratégie dans ce qu'il pense des attentes qu'il fait du gouvernement et les objectifs qu'il nous assigne. Mais n'est-ce pas un message qu'il vous envoie là? Parce que c'est une première qu'un ministre soit d'abord suspendu par le Premier ministre et ensuite remplacé. Que pensez-vous d'abord de ce qui a prévalu à la suspension, cette histoire d'audio qui a fuité aux infrastructures? Dites-nous, est-ce que ça a causé un souci dans l'union au sein du gouvernement? Vous suivez régulièrement le compte-rendu du Conseil des ministres. Le président fait cas quasi systématiquement au Conseil des ministres pour rappeler au ministre qu'il n'y a pas d'hors-la-loi qu'il peut protéger, qu'il n'y a pas de privilège de ministère pour se mettre à l'abri, que toutes les turpitudes vont être traquées. Il le rappelle régulièrement à son gouvernement. Ce n'est pas donc une surprise pour nous. Il dit, écoutez, ce n'est pas une preuve de culpabilité des gens qui sont poursuivis, mais c'est quand même un signal pour dire, attention, je ne protège personne, je ne peux pas vous garder dans mon système. Lorsque la justice a besoin de vous, je vous mets à la disposition de la justice, et quand ça va finir, éventuellement, on verra ce qu'il y a. C'est un signal qui est important, parce qu'habituellement, ce n'est pas comme ça qu'on a fonctionné dans notre pays, et c'est aussi un signal pour nous qui sommes là, pour dire, attention, il n'y a pas d'état d'âme dans la gouvernance, et que si vous ne faites pas attention, vous irez répondre de votre responsabilité. C'est un nouvel état d'esprit que le président imprime dans la gouvernance de notre pays, et c'est à mieux, parce que nos populations sont en attente de plus en plus de vertu dans l'exercice des activités et de transparence dans l'utilisation des ressources publiques, et c'est important. Deux questions. Est-ce que c'est ce besoin d'aller vers cette moralisation que les régies, notamment les directeurs des régies qui ont fait une retraite, et nous apprenons qu'ils ont dormi peu? Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce que le chef de l'État a constaté? Est-ce qu'on peut dire que finalement il y avait de supposés détournements, des trains de vie? Qu'est-ce qui a prévalu à cela? C'est la première question. La deuxième, Lola Prismo qui vient à la tête du plan et de la coopération. Donc une contraction d'une partie du ministère de l'économie et des finances, mais aussi du ministère des Affaires étrangères. Donc ça veut dire que le recensement général de la population, le ministère des Finances va laisser le main à Lola Prismo, qui fait d'ailleurs partie des activités.
C'est important d'abord la retraite, le team building, comme les gens le disent, c'est comment renforcer la dynamique de groupe dans l'exercice des activités dans le monde privé. On connaît ça régulièrement. Je pense qu'à Espace, vous faites aussi ce type de réunions ou de retrouvailles à retraite pour ressouder les liens sociaux, pour renforcer la dynamique de fonctionnement de l'entreprise, pour permettre une meilleure efficacité. Il n'y avait pas un autre objectif que ça. Alors après, derrière, quand on constate une petite lassitude, on pense que les objectifs ne sont pas atteints, quand on pense qu'il y a beaucoup de raisons qui prévalent à ça, et cela, c'est aussi ce qui contrôle, c'est de le rôle. Nous, en ce qui nous concerne, nous faisons des réunions régulièrement et nous essayons de renforcer les tissus relationnels. Et puis, c'est des moments aussi où on rappelle aux uns et aux autres comment ça fonctionne. Parce que beaucoup sont débutants dans ces fonctions-là. Il faut aussi rappeler les bonnes pratiques d'activité et rappeler les liens relationnels qui existent entre certains de ces EPA et leur ministère, entre les DG et les DGA, pour renforcer toujours la cohésion, pour permettre une meilleure efficacité. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, et c'est dans cet esprit que nous avons amené nos collègues à retraite pour qu'ils parlent entre eux, pour qu'ils... Voilà. Justement, lorsque vous parlez de beaucoup sont nouveaux à leur fonction, aujourd'hui, avec ce remaniement, ce mini-remaniement ministériel, qui n'est pas le premier d'ailleurs, cette restructuration à minima du gouvernement, on a l'impression que le choix des personnes autour du chef de l'État est un choix cadenassé, et qu'à l'intérieur, ils cherchent les compétences. On a l'impression que tout le monde va goûter à un poste ministériel. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a la recherche des compétences, finalement, le président, en faisant ce... oui, non, pas beaucoup, Madame Yoro, il n'y a que 2, je crois, cette fois-ci, 3. D'habitude, il n'y en avait pas. Il y a un déplacement de personnes au sein du gouvernement, et on a l'impression qu'il y a la recherche des compétences. Monsieur le ministre était là. C'est dans le système. Vous n'avez pas compris ma logique, c'est qu'il y a un déplacement à l'intérieur du gouvernement. On essaie de tester, justement. Je dis, moi-même, je suis nouveau en tant que ministre. J'ai un parcours professionnel. Vous étiez à l'habitat, après vous êtes revenu au télécom. Peut-être que vous allez vous retrouver à l'économie, comme ça, ce jeu de rôle. Long, parce que j'ai quand même à peu près une vingtaine d'années d'activité professionnelle réelle, en dehors de l'aspect politique. Donc, mais en tant que ministre, je suis nouveau. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps d'adaptation. Et puis, est-ce que l'apprentissage finit ? Quelqu'un disait tout le temps que l'apprentissage, c'est un processus tout le long de la vie, parce que les choses changent. On arrive dans des environnements. Moi, j'ai beau faire des grandes études dans le domaine de l'informatique et des télécoms, j'arrive dans un monde, quand j'ai arrêté de travailler, il n'y avait pas encore l'économie numérique. Il n'y avait pas cette prépondérance de la digitalisation dans les process. Donc, je suis encore un apprenant de ces secteurs-là. Donc, on est dans une espèce d'école de la gouvernance. Écoutez, ça c'est permanent. Sauf que là, vous êtes dans votre monde là. Ça c'est permanent. C'est un peu plus facile pour moi parce qu'il y a des fondamentaux. Mais l'habitat, c'est presque un domaine de l'ingénieur informatique parce que les vocables sont les mêmes. Quand on parle d'architecture dans le bâtiment, on parle d'architecture de système d'information, on parle de maîtrise d'ouvrage là. Donc les termes utilisés, ce sont les mêmes dans le bâtiment, dans la construction que dans l'ingénierie informatique. C'est pour ça que le profil d'ingénieur, c'est un profil aussi polyvalent dans le secteur. Et ensuite, est-ce qu'on demande au ministre vraiment d'avoir ce type de compétences sectorielles pour agir, alors qu'un ministre c'est juste un coordinateur de l'action d'un département. Donc on lui demande autre chose que de la connaissance fine du secteur. C'est pour ça que vous pouvez voir, comme en France, le ministre des Affaires étrangères dans le temps d'Ousto Blasi, c'était médecin. Pourtant, il était aux affaires étrangères. Comme Bernard Kouchner, voilà, comme Kouchner. Et on n'attend pas forcément des ministres qu'ils soient un expert de son secteur. Et d'ailleurs, moi je pense, dans une certaine mesure, ça peut être même un piège, parce qu'il peut éviter d'écouter les avis des personnes plus compétentes qui sont autour de lui en ne faisant confiance qu'à sa propre... Je pense que dans une certaine mesure, quand vous arrivez dans un domaine que vous ne connaissez pas, vous êtes plus enclin à écouter les experts parce que vous ne faites confiance que dans l'autre. Mais pour Pola, ça fait quand même le 3e changement, si je ne me trompe. Est-ce que finalement... le troisième, Antoine Pola, il était à l'information, après il est venu à l'industrie, il est venu au commerce. Est-ce qu'on est en train de chercher le poste taillé sur mesure pour elle? La bonne robe. Je pense pas qu'il y a... c'est peut-être la princesse du gouvernement, finalement. Je pense pas que... Quitte le Sahara, qui vient pour un poste juteux, ensuite pour un poste plus prestigieux. Est-ce que c'est peut-être ça? Non, il n'y a pas de poste juteux dans l'exercice. Non, je vais vous dire. Quand vous entendez parler de mon secteur de télécom, tout le monde dit qu'il y a de l'argent.
J'ai le plus petit budget du ministre de l'État. C'est pas de Pourquoi? ça qu'on parle, hein? Non, je parle. Moi, je manipule quoi dans le ministère? J'ai 1 500 000 de carburant par mois. Ça fait quoi? C'est ce que je partage avec mon cabinet. Ce n'est pas de l'argent juteux. À titre personnel. 1 500 000 francs guinéens de carburant avec le cabinet? Non, c'est ce que je donne à certains non, 1 million. collaborateurs. C'est pas... Quand il y a 1 500 000, c'est par personne. Par personne. Par personne, non? Les grandes gueules. Globalement, on n'a pas ça par personne. Ce n'est pas un montant hyper important qu'on dit 1 500 000 par carburant. Ça me fait presque quoi? Ça me fait 2 ou 3 plans. Et ça me suffit dans le mois largement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si on arrive à... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Moi, je ne consomme pas 200 litres de carburant par mois. Pour aller au travail et revenir, je n'en fais pas ça. Donc c'est très important de savoir que ce n'est pas parce qu'un ministère produit beaucoup de recettes que le ministre voit les recettes. Ce n'est pas du tout pareil. La RPT produit énormément d'argent, c'est l'une des premières sources d'entrée d'argent, mais le ministre des Télécoms ne voit pas cet argent. Monsieur le ministre, ça entre la RPT, les impôts et tout ça, nous on ne voit pas cet argent. Monsieur le ministre, si vous cet voulez, argent-là va pour les trésors publics, il ne vient pas au ministère. On reviendra au télécom. Les donnes ont changé. Eh ben, c'est ce changement qu'il faut. Et donc le commerce génère Sinon, beaucoup d'argent, mais le l'argent. ministre du commerce ne voit pas cet argent. C'est très important. Et il ne faut pas confondre donc, les secteurs qu'ils font. Moi, vous avez toutes les entreprises, toutes les entités qui sont au ministère des Télécoms sont des entités autonomes. La Poste est autonome, SA, les télécoms, c'est Guinée Télécom, c'est SA, la digitalisation, c'est une EPA, la lutte contre la cybersécurité, ANSSI, c'est une EPA, la RPT, c'est une institution indépendante, l'ANSUTEN, c'est un fonds indépendant, donc il n'y a rien. Le ministère de Télécom, on a des directions nationales. Ils sont au nombre de 3, on n'a même pas de démembrement à l'intérieur du pays. Et donc on ne manipule que des stratégies, on ne produit que des schémas stratégiques et de l'accompagnement juridique dans le cadre législatif. C'est très important de comprendre comment cela fonctionne pour ne pas... Monsieur le ministre, regardez-moi. Attends. Monsieur le ministre, lorsqu'on vous dit que c'est juteux, et vous savez très bien de quoi je parle. Non mais je ne sais pas, je veux répéter. Très bien. Moi, vous savez ce que j'aime avec un poste comme le vôtre? Oui. Attendez, Hiro. Vous savez ce que j'aime avec un poste comme... Non, attendez. C'est pas par un sourire qui va effacer cette question comme ça. Non. Vous savez, ce qui est plaisant avec ce type de poste, c'est que vous avez dit, on vous a donné peu, on vous demandera peu en termes d'audit et ainsi de suite. Parce que comme vous l'avez dit, vous n'avez pas d'argent quasiment à manipuler. Mais on connaît le secteur des télécoms. Il n'y a pas encore très longtemps, des ministres de ce pays, des hauts cadres de ce pays partaient en villégiature, simplement en week-end à l'étranger simplement, payés par des compagnies, par des gens de ce secteur. Écoutez, moi, il y a énormément d'argent dans ce secteur. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a beaucoup d'argent en circulation dans ce secteur. Je vais vous dire, à supposer que Orange, qui est une compagnie privée, ou Celcom, compagnie privée, décide de donner $1 million à Ousmane Gawal, mais il aura perdu son temps. S'il me donne son argent, je le prends, mais il aura perdu son temps parce que je n'ai aucun rapport avec Mais vous n'avez même pas le droit de toucher à cet argent. Non, attendez. Lui-même n'a aucun droit de prélever cet argent pour donner à un tiers parce qu'il gère une entreprise pour le compte des actionnaires. Lui-même n'a pas le droit. Mais si on lui donne le droit de prendre cet argent pour donner à un ministre qui ne lui sert à rien, mais il aura perdu son temps. Si. Attendez, le ministre de Télécom ne sert à rien. Monsieur le ministre. Attendez. Monsieur le ministre. Vous n'allez pas nous faire croire, que le ministre des Télécoms dans ce pays est un amputé des bras et des jambes. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire, les entreprises, aujourd'hui, je n'ai rencontré qu'un seul responsable de société de téléphonie, c'est Orange, parce qu'il venait d'arriver, il est venu, on s'est présenté une fois. Et puis c'est tout. Moi je ne connais pas le gérant de Orange. Je propose que le bilan je ne connais pas les dirigeants de Celcom. Je n'ai jamais rencontré les dirigeants de Celcom ou de MTM. Je ne les connais pas. Moi je n'ai aucune interaction avec eux. Ils ont affaire à la RPT. Moi, je n'ai aucune relation avec les entreprises de téléphone. Et vous gérez la RPT? On reviendra. Je ne gère pas la RPT. Oui, la RPT relève quand même de votre tutelle. L'ancrage institutionnel de la RPT chez nous, mais c'est une organisation indépendante, autonome, et qui régule les acteurs du secteur. Moi, je n'ai rien à faire avec les acteurs du secteur. C'est comme ça. On va revenir sur votre domaine spécifique vers la fin. Antoine, on va revenir à l'actualité. Bilan du ministre, parce que... Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la moralisation de la vie publique. Vous avez effleuré le sujet. En 2 conseils des ministres successifs, le président de la transition est revenu sur les audits.
il instruit, n'est-ce pas, le Premier ministre de les conduire, en tout cas avec les inspecteurs. C'est quoi aujourd'hui le besoin? Déjà, si on entend audit, on aurait pu dire c'est une tradition. Mais pourquoi le chef de l'État, il insiste tant à vouloir les audits aujourd'hui? Parce qu'il faut en faire une tradition. Il faut que chaque année, quelqu'un puisse justifier ce qu'il a fait de notre argent à tous. C'est important. Nous n'avons pas ces habitudes qui sont normées dans d'autres pays. Il faut le faire. Nous avons des institutions qui s'occupent de ça, les inspecteurs généraux, les cadres là qui s'occupent des inspecteurs de finances, qui s'occupent de ça. Il faut les donner du travail. Parce qu'ils existent, parce que ça fait partie de quelque chose qui va rassurer ceux qui viennent dans notre pays. Est-ce que ça veut dire aussi que ce n'est pas fait? Pardon? Non, mais c'est pas fait. C'est pas fait parce que c'est la première fois, c'est la première année d'exercice. C'est pas fait. C'est maintenant que ça va être fait. Et donc, ça va être fait, même un autre va être fait jusqu'à l'exercice va être clôturé en décembre. C'est nécessaire de le faire. L'exercice n'est pas encore clôturé. On fait ce travail à mi-parcours pour dire aux gens, attention, tout ce que vous faites va être fait comme c'est prévu par la loi. Donc, il faut ancrer ça dans les habitudes, les traditions. Juste une question, monsieur. Il y a aussi cette sortie de l'agent judiciaire de l'État. Bien sûr, mais la question, oui, avant ça, je veux quand même poser une question liée à ces inspecteurs. Quelles sont les conditions qui ont été créées pour rendre ces inspecteurs imperméables à la corruption? Parce que c'est bien de faire les audits, mais on sait très bien la tradition. Ce sont les mêmes inspecteurs qui sont là depuis Mathusalem. Ils ont pris un certain goût à une tradition qui est très corruptive dans notre pays. Quelles sont les conditions qui ont été créées d'abord pour mettre ces inspecteurs-là à l'abri de cela? Écoutez, vous avez un cadre légal qui les protège, qui les met dans un confort, et puis il y a une rémunération qui est spécifique. Les rémunérations ont été ajustées, rehaussées. Même dans le monde judiciaire, les rémunérations sont importantes. Les magistrats là, ils sont au minimum plus de 10 oui, dans le millions. monde judiciaire. Dans le monde judiciaire, si, mais pas dans l'inspection administrative. Ce ne sont pas des décisions du CNRD qui sont nouvelles. Ces gens-là sont encadrés par des législations qui leur donnent une certaine autonomie et une certaine indépendance dans leur action. S'ils ne font pas ça et que c'est découvert, mais ils répondront. C'est cela aussi. Non, on ne va pas mais tout il le temps. parle là des conditions de vie. Et mais les conditions les inspecteurs, ils sont mieux traités. Je pense qu'il y a eu une rivalisation importante. Ils sont rattachés à la présidence. Il y a eu une considération importante. Pourquoi on les rattache à la présidence? C'est pour qu'ils aussi ils se disent qu'on ne répond pas des ministres ou un truc comme ça pour agir en toute indépendance. Depuis la gouvernance antérieure, ils sont rattachés à la présidence. C'est très important. Si les gens maintenant ne font pas leur travail, ils répondront. C'est comme ça, il y a un cadre légal qui les protège. Il n'y a pas de dire autre chose. Ils sont là, ils doivent faire le travail, ils font du travail du service public. Et il y a aussi des contre-audits qui peuvent être faits. C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre un rapport aujourd'hui. Si le président n'est pas content, il peut demander à une société privée de faire le rapport, l'audit. Si les conséquences sont là et qu'on trouve qu'il y a une turpitude derrière, les gars, ils répondent. C'est aussi ça qu'il faut ancrer dans les habitudes. C'est très important. Moi, le constat que je relève dans ces dernières décisions du président et la retraite de Kolako ou de Kalako, ensuite le mini-remaniement gouvernemental, ça me laisse penser que le président n'est pas content, n'est pas satisfait du bilan de son équipe. Il y a les résultats, s'il insiste tant, l'objectif escompté, jusque-là n'est pas atteint, parce qu'on a eu dire que lors du récent Conseil des ministres, il a haussé le ton. Il n'était pas content de la façon dont les choses se déroulent au sein de votre équipe. Monsieur le ministre, ce matin, on a envie que vous nous dites clairement qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'équipe gouvernementale. Est-ce que les feuilles de route qu'on vous a assignées, chacun respecte à la lettre ce qu'on lui a dit de faire? Il faut déjà dire ça de façon globale. Un chef d'État qui a des ambitions de moralisation de nos comportements et des institutions ne peut pas être satisfait à mi-parcours. C'est à la fin que lui-même il dira sa satisfaction ou non. Mais chaque fois, il faut réajuster pour faire mieux. Je pense que moi, je constate simplement ici à Espace toutes les évolutions que vous faites ici, dans l'organisation, dans le fonctionnement. Ça veut dire qu'il n'est pas content ou il a envie de s'adapter et d'évoluer et d'encore faire plus. Chaque année, on vous demande un peu plus. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de vous l'année dernière, mais on va vous demander encore un peu plus en tant que journaliste. Mais quand on est au ministre, mais chaque fois, on va vous demander un peu plus d'efforts. Même si vous atteignez vos objectifs, on va vous demander encore un peu plus. Parce que nous apprenons qu'après Kalako, à la présidence, le président a reçu les directeurs des régies financières à qui il n'a pas fait de cadeau. Il les a tous tensés par rapport à leur comportement. On accuse certains de rouler dans des véhicules de grosse cylindrée, alors que les ministres ont des véhicules qui consomment moins, plutôt des modeste. V6, des directeurs qui ont des V8 dans lesquels ils roulent, à la différence d'un ministre qui roule dans un véhicule de moindre calibre.
Mais tout ça fait partie des habitudes qu'il faut ancrer. Vous comprenez, il y a certains pays où ils roulent assez modestement, c'est des pays modernes. Moi, j'étais à Malmö, en Suède, une fois. C'est au centre commercial que j'ai vu une ministre arriver avec un vélo, faire la queue et tout ça, alors que c'est pas la pauvreté et tout. C'était un état d'esprit qu'ils ont réussi à dire que parce qu'on est ministre, on ne change pas un certain nombre d'habitudes. C'est traditionnel aussi. Est-ce que voir un ministre aller à vélo ici, dans nos habitudes, est-ce que c'est quelque chose qui marche? À chaque étape, il faut regarder le contexte et la situation, essayer de s'adapter à ça. Aujourd'hui, les populations sont en attente de voir des ministres, pas bling-bling, mais des ministres qui font attention à leur train de vie, qui s'identifient aux populations, qui tiennent compte de l'état de misère d'une grande partie de nos populations pour agir. Et c'est très important. Quand on nous demande de ne pas rouler les VA en dehors des heures de travail, de ne pas rouler ça les week-ends, c'est aussi une manière de nous rappeler l'humilité, la modestie. C'est quelque chose d'important. C'est une mesure qui est aujourd'hui respectée, parce que la dernière fois on disait que les gendarmes avaient du mal à mettre cela en exécution. Non, il y a du mal à mettre en exécution dans certains cas. Par exemple, moi, pour venir chez vous, si on m'arrêtait sur la route en disant non, tu ne vas pas parce que c'est les heures de travail, ça marcherait. Je suis porte-parole, je dois aller dans les médias. Mais comment on règle ça au sein du gouvernement? Comment on règle ça au sein du gouvernement? Que ce soit pour les ministres ou pour d'autres agents publics? Oui, non, on essaie comme c'est une mesure nouvelle, on essaie d'ajuster avec la gendarmerie et la police pour dire attention, un ministre, une voiture VA peut être amené à se déplacer pendant les heures de travail parce que son métier l'exige et tout ça. Donc amener aussi à ceux qui appliquent la loi à un peu plus de souplesse et de compréhension du contexte. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Moi, si on me disait que je ne peux pas me déplacer à l'heure là, je ne ferais pas une partie de mon travail. Alors qu'une partie de mon travail, c'est d'être dans les médias pendant les heures de travail. Et donc, c'est important de faire attention à tout ça. Ce n'est pas facile à appliquer. Maintenant, les week-ends aussi, on peut être amené à faire de la représentation. Et être donc amené à prendre la voiture du ministre pour se déplacer. Pas un ordre de mission? Si ça suscite un ordre de mission, c'est moi qui me donne mon ordre de mission. Parce que tu ne vas pas prendre l'ordre de mission pour circuler ailleurs. C'est un ministre qui donne ça. Mais ça peut arriver pour se déplacer. Mais après, tout ça, c'est en démarrage. Il faut essayer de voir comment on peut faire mieux pour utiliser les ressources de l'État sans... au lieu que ce soit une mesure coercitive, monsieur le ministre, est-ce que finalement, on ne se dit pas que c'est une mesure morale, que chaque ministre puisse l'intégrer naturellement, c'est ça, que ce ne soit pas coercitif? C'est ça l'objectif, c'est pour amener nos populations à faire attention, à ceux qui gouvernent, à faire attention et à agir avec le bon exemple. Mais oui, c'est ça, c'est comme les journées d'assainissement, c'est juste de la pédagogie pour amener nos populations. On finit par disparaître. Hein? Non, ça n'a pas disparu parce que le dernier lieu a eu. Les journées d'assainissement? Oui, le dernier cas, ça n'a pas eu lieu. Non, ça a eu lieu. Mais avec la circulation? Je pense que ça s'est pas fait. Ce mois-là? Si, il y en avait, mais la différence c'est que ça circulait un peu, Antoine. Mais moi, je sais qu'à Espace, c'est pas appliqué, parce que je passe quand même devant chez vous ici, et je vois ce qu'il y a derrière. Quoi, l'assainissement? Non, c'est pas appliqué ici. Et je pense que... on a cédé? Non, pas du tout. Non, les calendriers ne passent pas. Comment voulez-vous qu'on assainisse si la mairie ne fait pas son travail? Vous avez vu toutes les femmes qui sont installées devant nous, qui vendent les légumes, les mangues et autres. Comment voulez-vous? La mairie est juste derrière. Moi, j'étais très sincèrement, j'étais récemment au Rwanda. J'ai vu un peu comment ils font, comment ça marche au Rwanda. Au Rwanda, c'est le chef de secteur qui a une liste de tous les habitants du secteur. Quand c'est la journée d'assainissement, il fait l'appel. Quand tu es absent, tu payes une amende. Quand quelqu'un est absent de la journée d'assainissement, il paye une amende. Et c'est très important, le chef de secteur. Donc, à la fin, ils font une réunion du secteur pour s'assurer que tout le monde était là et tout le monde a participé à l'assainissement. Leur pays, ils sont organisés. Mais c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Si les gens considèrent qu'ils produisent des déchets et que le ramassage les incombe aussi, les gens s'impliquent. Mais si on considère que non, c'est un truc, tu as parlé du ministre ou du président, les gens ne s'impliquent pas. C'est pour ça que vous devez contribuer aussi à nous faire comprendre à nos populations que c'est un travail, gouvernement ou pas, qui est nécessaire pour notre propre santé. Oui, mais parlons justement du Rwanda. Ici, là où le bas blesse, c'est pas au niveau de la collecte ou le nettoyage, mais on sait qu'après, il n'y a pas de ramassage après, donc ça déborde et ça, c'est une réalité. Même si les gens nettoient chez eux et s'ils sont obligés d'aller mettre ça sur la voie publique, d'abord, je ne trouve pas du tout que ce soit bien de drainer les ordures des ménages
pour venir les déposer sur les autoroutes, monsieur le ministre. Non, ça, en termes d'image, c'est même pas bien. C'est pas du civisme, mais je dis encore une fois, c'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage. Quand on voit le chef de l'État ou les premiers ministres ou les chefs membres du gouvernement aller nettoyer, c'est juste pour encourager tout le monde à faire pareil, pour dire que chacun peut faire ça. Oui, mais... C'est tout. Et que cela doit s'accompagner, non pas de... Et c'est perfectible. Dans les écoles, partout. L'enseignant ne doit pas jeter, après avoir fini avec un papier, le jeter, et comme partout, quoi. Donc nous essayons de faire du travail. D'autres le faisaient avant. Il faut qu'on... On le faisait même au temps de la Révolution. Ça s'appelait investissement humain. Ça s'appelait investissement humain, ça se faisait régulièrement. Et puis après, c'est une pratique et elle ne devient toujours pas une tradition. Alors depuis plus de 40 ans, elle est connue dans notre pays quand même. Il faut qu'on encourage les gens à s'impliquer. C'était juste une parenthèse. De l'éducation citoyenne, vous l'avez compris, le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, également ministre des postes de télécommunications et de l'économie numérique. Nous observons une courte pause pour revenir juste derrière. Nous avons une ou deux questions pour Monsieur le ministre. La première dit pourquoi c'est pas devant le CNT que les ministres partent justifier leur gestion. Monsieur le ministre, la question vous est adressée. Pourquoi c'est pas devant le CNT que les ministres partent justifier leur gestion? On ne justifie pas sa gestion devant l'Assemblée, même si c'était une Assemblée élue, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a une période où on parle de l'exercice budgétaire clos à N-1. C'est-à-dire que si on est en 2022, on aurait dû parler de la clôture des exercices 2020 ou 2020 et antérieur. Donc c'est de ça qu'on fait pour pouvoir ouvrir des budgets pour 2023. Maintenant, pour ce qui est de la justification de l'utilisation, il y a d'autres mécanismes pour ça. Ça passe notamment par les contrôles, les audits et tout ça pour justifier son budget. Ce n'est pas devant la représentation. Maintenant, on vient devant la représentation pour défendre le budget. D'accord. Lorsqu'on va construire notre budget pour 2023, on passe devant l'Assemblée pour parler de ça et donner de la perspective, parce qu'on est là aussi pour justifier tel et tel montant. Et ça a été... Certainement, il fait un lien entre le passage des ministres, avec le passage des ministres à la télévision, justement. Exactement. Voilà. Alors, nous passons à la télé, effectivement, pour faire un exercice inédit, comme vous avez dû l'écouter, de transparence et d'explication et de pédagogie. Et c'est important parce que c'est quelque chose d'inhabituel qu'un ministre vienne dire qu'est-ce qu'il a fait du budget, pourquoi il n'a pas de l'argent reçu, ce qu'il a utilisé, comment il l'a fait, quels sont les mécanismes de passation de marché qui ont été utilisés, etc. Donc c'est un exercice de transparence et surtout de pédagogie pour amener nos concitoyens à comprendre aussi que cette activité ministérielle fait partie des activités qu'il mène régulièrement avec l'ensemble de ses collègues collaborateurs. D'accord. Alors la seconde question dit ceci. Est-ce que l'option libérer les prisonniers politiques peut être envisagée pour faciliter la tenue du dialogue politique? Je n'en sais rien. Est-ce que ça peut faciliter ou pas? Est-ce que c'est la question des prisonniers politiques, entre guillemets, qui pose problème? Je l'ai dit tantôt, il faut qu'on réfléchisse sur notre rapport avec les lois. Si le président devait donner une injonction d'arrêter les poursuites, de libérer tout le monde pour qu'on soit autour de la table, vous serez les premiers à venir dire que la justice est sous la botte de l'exécutif. Si le président ne fait rien, vous allez dire que le président est de mauvaise foi, il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on réfléchisse tous sur ce que nous voulons pour notre pays. Après tout, si on dit qu'on ne doit pas rendre compte, on ne doit pas être questionné sur la gestion qui a été faite, que ce soit clair, qu'on ne demande à personne de rendre des comptes. Et que les Guinéens soient d'accord que les dirigeants qu'ils vont avoir ne doivent pas rendre compte. Si on doit exiger des dirigeants qui rendent compte, nous devons accepter simplement que ça fait partie d'un processus normal. Mais si on n'est pas clair sur ça, pour l'opinion, ça peut apparaître comme une anomalie alors que c'est quelque chose que nous réclamons tous. Donc l'option pourrait être envisagée, discutée tel que vous l'avez dit, avec les différentes parties. Attendez, la question est posée, ça fait partie des exigences du Quatuor pour réclamer la fin des poursuites pour arriver à ça, mais est-ce que c'est objectif? Est-ce qu'on peut en même temps demander une certaine impunité et lutter contre l'impunité et réclamer justice? Il y a un problème pour eux-mêmes. Et après, c'est une question que je l'ai dit, qui ne se pose pas qu'au gouvernement, qui se pose à l'ensemble du peuple de Guinée. Est-ce que les Guinéens sont prêts à ce qu'il n'y ait pas d'action judiciaire pour permettre une discussion? Et puis après, pourquoi on devrait alors poursuivre quelqu'un qui a assumé des responsabilités publiques?
Bien. Il faut qu'on se pose la question. Tout. Bien. Voilà, c'était tout, Madame Hiro. Je vous rends l'antenne. Merci pour la journée. Merci. Et à demain pour d'autres messages, d'autres tweets. L'émission continue sur Espace TV. Radio Espace Kakande, vous nous écoutez à Kindia, la capitale des agrumes, sur Radio Espace Kanya, un peu plus loin, du côté de Mamou, la ville Carrefour. Vous nous écoutez sur Radio Espace Mamou, et en Guinée forestière, chez Fasseli Konaté, vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt. À Kankan, Nabaya, bien évidemment, vous nous écoutez sur la 99 exceptionnellement, et dans le Fouta, vous nous écoutez sur Radio Espace Labé. Merci de votre fidélité sur Radio Espace Fouta, bien évidemment. On revient sur cette actualité. Le cadre de dialogue justement interguinéen, on va parler. Il s'ouvre le 24 novembre prochain. Les facilitatrices désignées ont déjà adressé des correspondances à l'ensemble des coalitions politiques et sociales. Le Quatuor, qui fixe des préalables à sa participation à ce cadre d'échange, pourrait ne pas être là, même s'il connaît ces derniers temps des dissensions. Au même moment, le CNRD annonce la reprise de la récupération des domaines de l'État après quelques mois de suspension. Comment réussir un dialogue inclusif? Le gouvernement est-il prêt à consentir de nouveaux efforts? Nous avons le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. On va évoluer dans les débats. Jacques Lewalino, parler peut-être du cadre de dialogue. Monsieur le ministre, nous avons bien entendu cette communication autour des lettres, la lettre du Premier ministre, celle des facilitatrices. Et puis, on sait aussi ce qui se passe un peu au sein des coalitions politiques. J'ai envie de vous demander tout simplement, est-ce qu'il y aura dialogue? Est-ce que le cadre va s'ouvrir enfin le 24 comme cela est annoncé? Oui, il va s'ouvrir. Sauf catastrophe de dernière minute, il va s'ouvrir. Alors, tous ces retards qui ont été consommés par rapport à ce cadre de dialogue, c'est pour permettre au plus grand nombre, que le plus grand nombre puisse participer et les acteurs politiques qui comptent, qui participent. Maintenant, tout ça, ça a des limites. On veut bien que tout le monde vienne. Le gouvernement se plie à 4 pour faire avancer les choses. Vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de revendications, notamment de Quatuor, comme il est convenu de le faire. Autour des acteurs, autour de l'organisation, autour de l'encadrement juridique. À chaque fois, le gouvernement a pris les dispositions pour intégrer cela. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut intégrer toutes les revendications pour dire au cours de la table? Est-ce que c'est faisable? On verra ce qui va être la réponse du Premier ministre, mais ce qui est clair, c'est que le cadre de dialogue aussi, c'est pour permettre l'expression de tout. Tout peut se discuter au cadre de dialogue. Tout ce qu'ils disent là, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas un dialogue qui est déjà entamé. Quand on sera autour de... Monsieur le ministre, soyons plus concrets. Il y a eu avant le courrier du PM, il y a eu celui du Quatuor adressé au Premier ministre lors de la rencontre au siège de Mamadou Sylla. On a tous vu ce mémorandum remis au PM par le Quatuor. Et dans ce mémo, il y a eu une série de revendications, de requêtes de la part du Quatuor. Dizaines. Des préalables pour prendre part d'abord à un pré-dialogue, ensuite à un dialogue. Alors le courrier du PM a été certes diplomatique, mais au regard de ce qu'on a vu du Quatuor, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'ils sont convaincus qu'ils viendront autour de la table? Parce qu'ils ne semblent pas rassurés. Il y a une question simple qu'ils ont posée, c'est que si les leaders Sidia et Selou ne viennent pas, ils ne viennent pas au dialogue. Justement. Ça a été dit. Alors, on parle des individus ou on parle des institutions? Ce n'est pas Selou et Sidia qui sont invités, c'est l'UFDG, l'UFR et leur alliance. C'est très important de faire ça. Et je l'ai dit tantôt, il faut dépersonnaliser les choses. Ils ont aussi évoqué le cas de ceux qui sont en prison. Attendez, mais oui, mais je dis encore une fois, c'est pas toutes ces questions qui Alors, tournent autour des individus oui, peuvent être discutées. Mais ce ne sont pas les individus qui sont invités. Et c'est très important. Ce sont les institutions. L'invitation qui a été envoyée... Ces institutions sont dirigées par des personnes qui envoient au chapitre, qui décident, qui sont consultées. Mais attendez, mais il ne faut pas confondre leurs problèmes personnels aux institutions qu'ils dirigent, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir. Et c'est très important de faire cette démarche. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir par rapport aux problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes personnels. Ce n'est pas l'UFDG qui a un problème en Guinée, ou avec l'État, ou avec lui, c'est le président de l'UFDG. Donc, il faut dépersonnaliser. Et c'est même dommage qu'on dise que s'il n'y a pas une personne, l'institution n'existe pas. C'est même dommage. Mais ce qu'ils disent, ces personnes ils les appellent entre guillemets des exilés politiques,
c'est le fait du pouvoir en place qui ne sont pas au pays. Est-ce que vous comprenez aussi ce Non mais attendez, message? non mais je comprends pas qu'on confonde les personnes aux partis. Je vous ai dit, la dernière fois j'ai dit ici un exemple simple. À côté au Sénégal, le président d'un parti, Ousmane Sonko, a été interdit de prendre part à des élections. Il a tout fait, on l'a refusé. Son parti a participé et sorti gagnant de ces élections. Vous imaginez si son parti allait dire non, on ne va pas aux élections parce que le leader est interdit de participer. Je pense qu'il faut dépersonnaliser les institutions. Et c'est un travail qui doit être fait. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir. Je ne suis pas en train de juger les problèmes des individus, mais c'est des problèmes des individus. Ce n'est pas les problèmes des institutions. Est-ce que c'est par votre fait que ces cadres quand même sont à l'étranger et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour leur permettre de revenir au pays? Quel que soit ce qu'on peut dire des problèmes qui touchent ces personnes, qu'on dise que c'est le fait du gouvernement, c'est des problèmes qui touchent des individus. Mais est-ce que c'est le cas? Attendez, c'est des problèmes individuels, c'est pas des problèmes de partis. Mais c'est le cas, c'est le fait du gouvernement. Je dis encore une fois, je ne juge pas les faits pour lesquels ils sont conviés à répondre à la justice. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est que je suis en train de dire que ça, c'est adressé à des personnes. C'est pas adressé à une institution. L'UFDG, l'UFR, leur alliance, ce sont des institutions. En tout cas, ils ont vocation à être des institutions. C'est pas des choses personnelles. C'est pas des biens personnels. Vous êtes donc conscient qu'ils ont fui le pays pour ces questions? Mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'on puisse lier le destin dans l'UFDG, qui était mon ancien parti politique. Vous ne verrez nulle part un article qui dit lorsque le président a des problèmes avec tel, le parti doit se retirer. Ça n'existe pas. Les objectifs poursuivis, c'est pour le gouvernement. C'est de fait, monsieur le ministre. Je vous dis encore une fois, ça montre quand même qu'il y a un problème sérieux. Monsieur le ministre, c'est de fait. Ce n'est pas une législation qui le définit, mais ces partis-là, si vous voulez aujourd'hui, s'identifient à ceux-là que vous appelez des individus, même si le problème il est éminemment personnel, mais lorsque le parti doit participer à une quelconque action, que ce soit une élection, que ce soit le dialogue, c'est les présidents du parti. Ils sont quand même consultés. Non, permettez-moi de poser ma question. Ils sont consultés, ils ont voix au chapitre. Alors si le parti adosse leurs conditions de participation à ces dialogues au retour de ces leaders, vous ne pouvez pas leur arracher ce choix quand même. Moi, je n'arrache le choix à personne. Je dis simplement que c'est dommage de lier les personnes aux institutions. À ce point. C'est dommage parce que ce que nous voulons, c'est des institutions qui incarnent des idées partagées dans les associations qui sont les partis politiques. C'est pas de dire que c'est bien clair. Si tu permets, est-ce que vous comprenez cette crainte de l'emprisonnement systématique? Parce que si nous prenons aujourd'hui, je pose ma question, monsieur le ministre, si vous prenez Kassori, il est en détention, Mohamed Diané, Oegui Lavogui, beaucoup d'autres acteurs, est-ce que vous comprenez la crainte que les autres reviennent au pays pour se retrouver en prison? Parce que Mamadou Sylla, il disait pas forcément il faut libérer par exemple tous ceux qui sont détenus. Il proposait, tel que la question que l'auditeur posait tout à l'heure, il proposait par exemple la mise en place, la mise sous contrôle judiciaire de certains acteurs pour éviter l'emprisonnement, la détention systématique. Est-ce que vous comprenez cette crainte-là? Là, vous êtes en train de faire des préjugés. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de parler de pourquoi tels et tels sont poursuivis ou qu'est-ce qu'ils risquent s'ils rentrent ou rentrent. Je n'ai pas dit ça, ma question est claire. Est-ce que vous comprenez la peur de l'emprisonnement systématique? Quelle que soit la peur qui les anime, cela ne doit pas empêcher leur institution de fonctionner. C'est des problèmes personnels. La peur, elle est personnelle. Les risques sont individuels. Ils ne sont pas des risques qui sont liés au fonctionnement des institutions qu'ils dirigent. Mon problème, c'est à ce niveau. Moi, je ne dis pas que s'ils viennent, ils vont être emprisonnés ou ils ne vont pas être emprisonnés, ou bien que c'est bon ou c'est pas bon leur poursuite, ou c'est ceci ou ça. Je ne parle pas. Je dis que ça s'adresse à des personnalités et ce ne sont pas les partis. Au-delà de ça, et donc, les partis, ce sont des organisations qui ont des objectifs. Et ces objectifs-là ne sont pas malmenés. Ils doivent pouvoir fonctionner indépendamment de la présence ou non des leaders. Nous comprenons cela, mais ce sont des partis politiques. Sous mes yeux, j'ai les requêtes ici au nombre de 10. Et je vais revenir sur quelques-unes. Vous allez donner votre point de vue là-dessus. Dans l'un des premiers, il parle de la violation délibérée et répétée de la charte de la transition, la mise en place du gouvernement de la transition sans concertation politique préalable. Réaction autour de cela d'abord.
Et puis il y a d'autres questions qui soulèvent. La désignation autoritaire des membres du CNT et imposant à la présidence de l'institution une personnalité controversée dans le pays. À ces deux questions, je dis rien à répondre à ça. Hein? Ça m'amuse parce que je vais vous dire. C'est des points qui soulèvent. Attendez, vous savez, le CNRD n'a pas fait un référendum pour prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, mais les gens là, mais attendez, ils n'ont pas fait un référendum pour prendre le pouvoir, ils ont pris le pouvoir. Alors ceux qui parlent là, il fallait absolument qu'on discute d'abord pour savoir comment ça va se faire. Parce que quand ils disent... Non, attendez, moi pour être sérieux, écoutez, c'est les questions soulevées. Les préalables... Moi je dis simplement que tout ce qui est dit dans le courrier, c'est adressé au PM. Le PM les a répondu. Le mieux pour moi, de mon point de vue, et là je parle à titre personnel, c'est que toutes ces questions peuvent être discutées autour de la table. Même si on n'est pas d'accord, on peut sortir du dialogue sans être d'accord sur tout. On peut être d'accord sur un certain nombre de facteurs et avancer sur ça. Et maintenir nos désaccords et le dialogue, le fil du dialogue ne peut pas être rompu. Et ce n'est pas au cours d'un seul dialogue qu'on va régler tous les problèmes du pays. Il y a des aspects sur lesquels on peut s'entendre, on avance et s'entendre aussi sur les méthodes pour la suite. D'accord. Parce que c'est nécessaire. Pendant toute la durée de la transition, il y aura des échanges et du dialogue. Et c'est important à chaque fois qu'on trouve un équilibre sur un point, qu'on le met en œuvre et qu'on avance. C'est aussi comme ça qu'on construit. Si on commence chacun à poser des conditions, mais on ne se réunira jamais parce que chacun en a des conditions. D'accord. C'est très important. Oui. Et l'autre aspect, j'ai dit ici que la question de garantie ou d'impunité qu'il réclame ou d'abandon de poursuite qu'il réclame, c'est un problème qui s'adresse à la société. Ce sont des responsables de partis politiques qui, toutes ces années, sont en train de condamner l'immixtion de l'exécutif sur le judiciaire. J'étais là, j'étais porte-parole. Et nous avons combattu ça. Et nous nous retrouvons à dire à l'exécutif, ordonner à ce qu'on arrête le judiciaire. Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Ensuite, on demande des comptes aux gens. Personne n'est condamné a priori. Et on est en train de dire qu'il ne faut pas demander des comptes aux gens. Il faut même arrêter de poursuivre les gens pour qu'on puisse venir parler. Il faut savoir que cette question, c'est une question à l'opinion guinéenne. Ce n'est pas une question simplement au gouvernement. Est-ce que même c'est en conformité avec les objectifs qu'eux-mêmes ils poursuivent dans leurs organisations politiques? D'accord. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut? Monsieur le ministre, à vous écouter, ces conditions qu'il pose, il parle de la libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil, l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile. Alors, à vous écouter, ça veut dire que c'est des points sur lesquels on ne peut pas négocier. Non, je dis ça ne peut pas être... Pour moi, tous ces points peuvent être discutés autour de la table. Je vais rappeler ici une chose qui est de l'histoire récente de notre pays. En 2010, Alpha Condé était interdit d'être candidat en Guinée. De ses anciennes condamnations, autant de Sékou Touré, autant de Lansana Conté. Il n'était pas éligible du fait de son âge. Mais le RPG connaissait tout ça. Ils sont venus au dialogue. Il y a eu le dialogue et c'est le dialogue qui a sanctionné qu'on enlève ces barrières-là pour lui permettre d'être candidat. S'il avait dit je ne viens pas, tant que ça ne s'est pas levé, ce ne sera pas le même résultat que de dire je viens, on pose la question et on trouve un consensus ensemble. Parce que c'est toi une question qui s'adresse à l'exécutif. J'ai encore dit une fois, si le président du CNRD prend sur lui l'entièreté des questions posées ici et dit ok Charles, tu arrêtes les poursuites là, tu fais ceci, qu'est-ce que vous allez dire vous les commentateurs de médias? Vous allez vous dire clairement que exactement, et vous allez dénoncer ça. Si le président dit venez autour de la table, c'est tous les Guinéens qui vont être là-bas. Si ensemble là-bas on se dit qu'on se donne un confort judiciaire pour avoir dirigé un espace politique ou une administration de Guinée, les Guinéens doivent savoir que nous là-bas on s'est retrouvés, on a dit que on ne doit plus nous demander des comptes. Et ça, c'est différent de dire que c'est une injonction du gouvernement ou du président. C'est pour ça que je dis, venez autour de la table, posez le problème. Le gouvernement ne va pas se lever pour dire, ok, libérez tout le monde. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider ça ou le président. Parce qu'en ce moment-là,
la critique que vous allez faire, et je garantis que vous n'allez plus dormir, vous allez parler de ça 24 heures sur 24. Donc toutes ces questions soulevées, c'est des questions de société. C'est des questions qui s'adressent à la Guinée. Est-ce que tous les partis politiques qui vont être autour de la table et les organisations de la société sociale partagent cette opinion? Est-ce qu'un consensus peut être né sur ça pour qu'on ne demande plus à quelqu'un de comptes, etc. Est-ce que ça peut être ça? C'est différent de dire que c'est le gouvernement qui monte au créneau pour agir au diktat. C'est ce qu'on ne veut plus dans ce pays. Quelle que soit la forme que vous mettiez à cela, c'est-à-dire l'abandon des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques et notamment globalement contre l'État en général ou les commis de l'État en général, quelle que soit la forme, que ce soit autour d'un dialogue ou que ce soit en aparté, est-ce que ce n'est pas une forme de pied de nez qu'on fait à la justice de toutes les façons? Est-ce que c'est ce que la société veut? Mais parce que la société, c'est pas quand vous vous retrouvez pour décider. Attendez, déjà, quand on se retrouve déjà autour de représentants de 500 organisations politiques et tout, et c'est déjà plus large que le gouvernement. Et c'est encore plus large que le président. Là, on pose des préalables. Les préalables, qui peut les régler aujourd'hui? C'est où le Premier ministre ou le président de la transition? Quand on est autour de la table, ces questions sont posées, on verra si ces questions font l'unanimité. Même là-bas, déjà, que c'est pas toute la Guinée. Ils auraient pu accepter, mais et ils disent, ils veulent avoir des discussions avec vous. Mais vous vous ouvrez, vous voulez recevoir tout le monde. Le gouvernement était clair là-dessus, le CNRD aussi, dès le début, que nous voulons une discussion ouverte et inclusive, qui ne met personne à l'abri. Mais rappelez-vous ici une chose, c'est pour ça que je dis souvent, il y a un problème de cohérence. Sauf que peut-être vous les mettrez en minorité. Non, mais écoutez, lorsque nous avons dit que tout le monde vient autour de la table, ils ont commencé à poser la question des partis illégaux, des partis portefeuilles, des partis cartables et tout ça. C'est eux qui ont posé ces questions. Le ministre de l'administration du territoire, à l'époque, a instruit qu'on aille vérifier l'effectivité de l'existence des partis politiques pour les convier. Hop, ils sont encore montés au créneau. Ce n'est pas à vous de dire tel est parti, tel n'est pas parti. Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est cela la réalité. Si on avait mené cette opération sans crainte de quoi, on aurait pu décanter la situation, dire que tel parti remplit les critères de parti ou d'organisation sociale, de société civile, pour qu'on vienne autour de la table. Vous comprenez? Mais on ne peut pas dire exclusivement c'est l'ANAD ou qu'on doit rencontrer pour régler les problèmes de la Guinée. Les problèmes de la Guinée vont au-delà de ces deux entités, quelle que soit leur importance dans le pays. Monsieur le ministre, ce que vous 24, dites, Jacques, si tu permets, vous allez quand même ouvrir? Absolument, absolument. Le dialogue ne s'ouvre pas le 24 et fermé le soir. Ça continue. Ça continuera. Et je pense que des travaux des activités sont en cours, des travaux pour les persuader de venir et de dépersonnaliser tout ça. Je dis, moi je ne comprends pas. J'aurais été aujourd'hui encore dans le parti, j'aurais dit clairement que le parti vienne prendre part, si ça répond à ces exigences de parti. Mais qu'on ne dise pas, je ne viens pas parce que tel ne vient pas. Non, c'est pas comme ça. Un parti ne fonctionne pas comme ça. Mais comment comprenez-vous cette attitude quand même de ces partis politiques qui au départ étaient hésitants à recevoir le PM? Ils l'ont fait. Quand ça a été le cas, ils lui ont remis un mémorandum. Dans le mémorandum, il est constaté qu'il y a une série de revendications qui sont indiquées à l'intérieur. Est-ce que pour vous, il y a de la mauvaise foi dans les façons de faire? Non, c'est pas ça. Je dis, à chaque étape, il faut... Pour vous, qu'est-ce qui explique? À chaque étape, il faut rassurer les gens. C'était déjà une bonne chose. Il y a même pas de... C'est quand même déjà une très bonne chose qu'ils aient accepté de recevoir le Premier ministre. C'était une très bonne chose. Il faut continuer dans ces actions-là. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où ils ont décidé de recevoir le Premier ministre, et que le Premier ministre soit déplacé pour venir, c'est aussi du respect et de la considération. Et à l'écoute, il est aussi à leur écoute. Donc s'il vient, je pense qu'il y a une opportunité qu'ils viennent autour de la table. Ce qu'ils ont écrit dans le mémorandum, ils vont l'écrire là-bas, ils vont poser ces questions là-bas et ils vont écouter les avis de tout le monde, y compris du gouvernement, sur cette question-là. C'est important. Donc il y a eu un pas qui a été fait, il faut continuer pour faire un second pas. Le dialogue, ça ne se fait pas facilement, même entre des gens qui ont fait la guerre. Ils dialoguent. Donc c'est plus facile pour nous, on ne s'est pas fait la guerre. Au même moment, nous apprenons que Alpha et Cellou se sont parlé au téléphone, à distance. À ce niveau, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des rapprochements entre les adversaires d'hier? Est-ce qu'on peut dire qu'à ce niveau, c'est une avancée pour la réconciliation? Le RPG et l'UFDG sont déjà dans le quatuor. Ils se parlaient déjà avant. Ah bon? Ils se parlaient avant. C'est pas nouveau, ils se parlaient avant. Ils n'étaient pas d'accord, ils se parlaient. C'est pas ça le problème. Même quand Alpha était président. Quand Alpha était président, ils se parlaient. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de dire que l'UFDG est allié. Ça, c'est abject. Non, mais c'est une question d'intérêt. Ça, c'est pour moi. Non, abject, pour moi, vous savez, imaginez si Mandela, en sortant de prison, s'était allié au Parti nationaliste africaner.
C'est pas possible. Même si on dialogue pour la paix, les alliances, ça procède à autre chose. Pour vous, Ça veut dire que, pour vous, c'est contre nature? en tout cas, au regard de l'histoire récente de ce pays, c'est contre nature. Au regard de ce que nous avons vécu ici, c'est contre nature. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas, mais c'est contre nature. De la politique, c'est pas la politique, c'est pas un mariage religieux quand même, monsieur. Non, je n'ai pas dit que c'est un mariage. C'est au gré des intérêts et des circonstances. Pour s'allier, il faut partager quand même des valeurs. C'est sur ça qu'on se la seule valeur qu'ils partagent aujourd'hui, bien évidemment, c'est le fait d'être en face de vous. Ça, c'est pas une valeur. Ça, c'est un objectif. Comment ça, la tête de l'UFDG n'aurait pas accepté un tel pacte? Je n'aurais jamais été allié au RPG. Quel que soit, je parle avec les gens du RPG. Nous avons des amis là-bas, nous parlons. Mais je n'aurais jamais, parce que le parti, tel qu'il fonctionne, ses objectifs, c'est à 1000 lieues de ce qui est dans les objectifs de l'UFDG. Ça n'a rien à voir. Mais c'est comme si demain, au nom de je ne sais pas quoi, le président Macron allait dire avec Marine Le Pen, on fait une alliance. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on s'allie. Même si on se parle dans une république, quelles que soient nos positions politiques, on se parle. Parce que nous sommes dans un espace démocratique où il faut se parler, y compris avec les gens avec lesquels on ne partage pas les valeurs. Mais aujourd'hui, mais les alliances, ça procède à autre chose. Mais il y a des... Quand Anis Camara a été allié à l'UFDG, vous étiez là. Je dis encore une fois, il y a un certain nombre de choses que on ne doit pas jeter comme ça en perte et profit. C'est encore, les souffrances sont encore là. Donc c'est un pied pour ceux qui sont... Bien sûr, pour toutes les victimes, tous ceux qui ont... À titre personnel, je n'aurais jamais fait cela. Ça ne veut pas dire que leur échange est mauvais. C'est bien qu'ils parlent. Des gens ont souhaité qu'ils se parlent d'ailleurs même plus régulièrement. Même quand nous étions en prison, des gens ont souhaité qu'ils se parlent aussi, pour faciliter. Ils n'ont pas pu à ce moment-là. Ils n'ont pas voulu parler. Oui, bien sûr. Les gens ont voulu qu'ils parlent pour qu'on facilite notre libération. Ils n'ont pas voulu en ce moment-là. C'est pas grave. C'est nécessaire que les acteurs politiques se parlent entre eux. Mais les alliances, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont tous dans l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Donc, ils sont des partis politiques. Voilà. Le RPG n'est plus aux affaires. Je dis encore une fois, que les partis politiques ou des leaders des partis politiques se parlent. Il n'y a pas de mieux. C'est ce que nous cherchons. C'est que nous invitons autour de la table. Ce sont des Guinéens dont certains nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais c'est des Guinéens qui s'expriment dans l'espace public et c'est nécessaire qu'on se parle. C'est très important. Mais qu'on va aller à une alliance, ça se dicte même pas. Oui. Est-ce que vous comprenez le RPG lorsque lui également porte des revendications? C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a pas longtemps, c'est eux qui étaient aux affaires. Est-ce que vous les comprenez aujourd'hui, en étant de l'autre côté, ils portent également des revendications qui presque sont dans le même sens que ceux qu'on portait hier, ce qui a été porté hier par l'opposition, parce qu'il y a eu, au-delà de cet appel téléphonique, on pense que le RPG avec Kassoulé à la tête n'a pas le droit de faire ses revendications aujourd'hui parce qu'ils ont fait subir cela à leurs adversaires d'hier. Non. Quel que soit ce qu'ils ont fait hier, ils ont le droit de réclamer une bonne justice, qu'on fasse attention à leur liberté, à leurs droits. C'est important. C'est pas parce que ils n'ont pas agi comme ça qu'ils n'ont pas le droit à ça. C'est pas comme ça. Non, ils ont le droit d'être traités de la meilleure manière par l'appareil judiciaire et ils ont le droit d'être protégés par les institutions et l'État. Et c'est très important. Les libertés, on ne les écrit pas de façon circonstancielle comme ça. On les exerce à tout moment, quelle que soit notre opinion par rapport à la personne qui est poursuivie. Oui. La personne a des droits et ça doit être respecté. Il y a quand même le cas de Sidia Touré avec l'UFR. On a tous vu ce tweet récemment de Sidia mettant en cause la coordination assurée par Mamadou Sylla. On a tous vu la réaction derrière de Sylla et de la Corède. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Mamadou Sylla vis-à-vis de Sidia Touré? Non, je ne commande pas, c'est cuisine interne. Ça, c'est à eux. Il y a des choses que je regarde et puis comme beaucoup de gens, ça m'amuse. Oui. Mais parce que au niveau de responsabilité que pensez-vous du quatuor? Est-ce que le quatuor, c'est sincère à l'intérieur? Est-ce que la notion de quatuor pour vous aujourd'hui est entière? Non, j'ai déjà dit non. Je pense que tout ça n'a pas beaucoup de... Quel est le lien en réalité? Et puis quand on dit quatuor, pour moi, je ne sais pas qui les a attribué cet acronyme-là, mais c'est... Non, quatuor et 4, ça fait pas... C'est 4, mais c'est pas que le chiffre. Comme quelqu'un me disait, c'est mathématique. C'est pas mathématique. Mais bon, que cela le tienne, si leur rencontre-là, les échanges concernent le pays
Et une meilleure manière de peser dans le débat politique. Il y a la NAD, il y a la Corrèze, il y a le RPG. Et puis c'est une bonne chose. Mais si c'est juste fait pour après se disputer, ça nous met en retard. Mais c'est important que les acteurs politiques se regroupent, se parlent et partagent leurs expériences. Après, ça vaut une question, certainement. Une question, ça peut au-delà de leur exigence, normalement c'est une question qui peut être légitime aussi, c'est sur la déclaration des biens des membres du gouvernement et du CNRD, mais aussi la levée de l'interdiction de manifester dans le pays, qui est quand même un droit reconnu même par la Charte de la transition en son article 8. Est-ce que vous ne pensez pas que ce message, au-delà que ce soit une exigence ou des conditions, normalement ce sont des questions naturelles qui devaient couler et qu'on devait observer au nom du principe de la bonne gouvernance? Oui, vous savez, les droits de manifestation, c'est un droit. Moi, je ne suis pas le premier qui va défendre le contraire. Je dis simplement, on est devant deux situations aujourd'hui qui ne sont pas faciles à faire cohabiter. Exercer cette liberté a toujours conduit à des drames. Moi, je préfère qu'elle ne soit pas du tout exercée pour épargner les vies, même s'il n'y avait pas une alternative, qu'elle s'exerce et que les vies soient épargnées. C'est ça le problème qu'on a tous en conscience. Les enfants qui meurent, quelle que soit l'origine, quel que soit l'auteur de ça, c'est une perte immense pour la famille. Les grandes gueules. Nous avons vécu ça tout le temps. On dit maintenant il faut arrêter. S'il y a une autre manière de faire pour éviter et épargner les vies, il faut le faire. C'est tout. Après, on peut dire oui, ça astreint les libertés, ça fait ceci. Oui, c'est vrai. Ça astreint les libertés. Mais si cette astreinte-là peut permettre d'épargner des vies, il faut le faire. Il ne faut pas dire forcément qu'il faut exercer quelque chose qui va nous coûter en vie humaine. Avec le recul, en étant dans le gouvernement aujourd'hui, est-ce que vous comprenez les interdictions d'hier d'Alpha Condé qui vous interdisait parfois, quelquefois, de manifester? Bien sûr. Vous comprenez? Mais non, ce n'est pas qu'en étant ici. Vous savez, les débats internes sont ce qu'elles sont dans les partis politiques. Les interdictions arrivent. C'est vrai, c'est toujours une difficulté lorsqu'on est dans un pouvoir qui... Alpha ne se contentait pas que d'interdire. Il y avait beaucoup d'autres choses qui se passent. C'est que le CNRD fait aujourd'hui. Aller à la recherche des coupables. Arrêter des gens. Essayer de mais déjà le principe même d'interdiction. Vous comprenez? C'est qu'on fait aujourd'hui. Il y a quand même une bonne volonté des autorités d'aller chercher qui sont les auteurs de ces assassinats-là. Et lorsqu'il y a des éléments, de les arrêter et de les inculper. Et ça, c'est très important. Si pendant le temps d'Alpha, on disait oui, on arrête, on vous interdit, on cherche les coupables. Quelquefois, on les a même aidés en fournissant des éléments concrets sur les gens qui tiraient sur les foules. Mais les images ont circulé partout. Des policiers ou des gendarmes à l'époque qui tenaient des armes. Ça n'a rien donné. Vous étiez témoin ici.